L'an 995 voit naître un garçon qui changera le visage de l'Europe du Nord. Knut, fils de Sven à la barbe fourchue, ouvre les yeux dans un monde de violence et de conquête. Son père n'est pas n'importe qui, c'est le roi du Danemark, un guerrier redouté qui a fait trembler les côtes anglaises pendant des années. Sa mère, Świętosława, est polonaise, petite-fille du duc Mieszko Ier. Le sang royal coule dans ses veines, mais aussi quelque chose de plus sombre, l'ambition dévorante des Vikings. Dès l'enfance, Knut apprend que le pouvoir ne se gagne pas avec des mots. Dans les halls enfumés du palais danois, il écoute les récits des raids vikings, les histoires de pillage et de bataille. Son père lui enseigne l'art de la guerre, la stratégie, la cruauté nécessaire pour régner. Le garçon grandit vite, trop vite peut-être. À 13 ans, il manie déjà l'épée avec une précision mortelle. À 15 ans, il accompagne son père dans ses expéditions. En 1003, l'heure de vérité arrive. Sven décide de conquérir l'Angleterre une bonne fois pour toutes. Le roi anglais, Æthelred le Malavisé, porte bien son surnom. Pendant des années, il a tenté d'acheter la paix en payant des tributs massifs aux Vikings, ces fameux Danegeld qui ont vidé les coffres du royaume sans jamais garantir la sécurité. Cette politique désastreuse a affaibli l'Angleterre et exaspéré sa noblesse. Knut, qui a maintenant 18 ans, débarque avec son père à la tête d'une flotte impressionnante. L'invasion se déroule avec une rapidité stupéfiante. Ville après ville, les Anglais capitulent. Æthelred, paniqué, s'enfuit en Normandie comme un rat quittant le navire. Sven est proclamé roi d'Angleterre. La victoire semble totale. Knut reçoit le commandement de la flotte à Gainsborough, une responsabilité considérable pour un si jeune homme. Mais le destin frappe brutalement. Le 3 février 1014, 5 semaines seulement après sa victoire, Sven meurt subitement à Gainsborough. Certains parlent de maladie, d'autres de mort suspecte. Peu importe la cause, le résultat est catastrophique pour Knut. L'armée danoise le proclame roi, mais la noblesse anglaise refuse. Ils rappellent Æthelred d'exil et le remettent sur le trône. Le jeune Knut se retrouve dans une position impossible. Æthelred revient avec une armée pendant le carême et fond sur les Danois comme une tempête. Knut doit fuir, mais avant de partir, il commet un acte d'une cruauté calculée qui glacera le sang pendant des générations. Il fait trancher le nez, les oreilles et les mains des otages anglais que son père avait pris, puis les abandonne à Sandwich. Ce message est clair. La guerre ne fait que commencer. De retour au Danemark, Knut n'est pas un prince en disgrâce, mais un guerrier assoiffé de vengeance. Il passe l'année 1014 à reconstituer ses forces avec une détermination féroce. Le jarl norvégien Erik Håkonsson, un guerrier légendaire, se joint à lui. Ensemble, ils lèvent une nouvelle armée et construisent une flotte de 200 navires. En septembre 1015, Knut débarque à nouveau en Angleterre. Cette fois, il n'est plus le fils qui suit son père. Il est le chef, le conquérant, le roi qui vient réclamer ce qui lui appartient. Sa campagne commence dans le Wessex, où il remonte la rivière Frome et lance des raids dévastateurs dans le Dorset, le Wiltshire et le Somerset. Mais l'Angleterre a aussi un nouveau champion. Edmond, le fils d'Æthelred, n'a rien du lâche que fut son père. On le surnomme Côte de Fer, et ce surnom n'est pas usurpé. C'est un guerrier dans l'âme, brave jusqu'à la témérité. Quand Knut marche vers le nord et occupe la Northumbrie au début de 1006, Edmond tente de rassembler les forces anglaises. Le 23 avril 1016, Æthelred le Malavisé meurt enfin, probablement soulagé d'échapper au chaos qu'il a créé. Edmond devient roi et la guerre entre les deux jeunes rois s'intensifie. Ce qui suit est une série de batailles d'une violence inouïe qui va dévaster l'Angleterre pendant des mois. Knut assiège Londres, mais la ville résiste. Edmond reprend le contrôle du Wessex et rassemble ses forces. Les deux armées s'affrontent à Penselwood dans le Somerset. Le combat est brutal, sanglant, mais sans vainqueur clair. Puis vient Sherstone dans le Wiltshire, une autre bataille acharnée qui ne donne l'avantage à personne. La guerre devient une course meurtrière à travers l'Angleterre. Knut et Edmond se poursuivent l'un l'autre comme deux loups enragés. À Brentford, Edmond parvient à remporter une victoire sur les Danois, les forçant à se retirer. Il les poursuit dans le Kent et les affronte à nouveau à Otford. Cette bataille est suffisamment convaincante pour qu'Eadric Streona,
l'Ealdorman de Mercie décide d'abandonner Knut et de rejoindre Edmond. Edric Streona est un personnage fascinant et répugnant à la fois. C'est un opportuniste sans scrupules qui change de camp plus vite que le vent. Sa trahison force Knut à modifier sa stratégie. Le Danois prend la mer, traverse l'estuaire de la Tamise et ravage l'Essex et la Mercie dans une campagne de pillage destinée à terroriser la population. L'automne 1016 arrive avec ses pluies froides et son vent du nord. Les deux armées sont épuisées par des mois de combats ininterrompus. Les hommes meurent autant de maladies que d'épées. Mais personne ne peut arrêter cette machine de guerre. Knut retourne vers ses navires après avoir ravagé la Mercie, chargé de butin et de prisonniers. C'est alors qu'Edmond le rattrape près d'une colline appelée Assandoun, probablement l'actuel Ashingdon dans le sud-est de l'Essex. Le 18 octobre 1016, les deux armées se font face. Edmond a rassemblé les restes de la noblesse anglaise. Évêques, abbés et aldermen, tous sont là pour cette bataille qui décidera du sort de l'Angleterre. Éadric Streona est présent dans les rangs d'Edmond. Sa présence inquiète certains, mais Edmond n'a pas le choix. Il a besoin de tous les hommes disponibles. Les deux armées se déploient sur la colline. Le matin est gris, humide, avec une brume qui traîne sur les champs. Les corbeaux tournent déjà dans le ciel, attendant leur festin. Le signal est donné. Les murs de boucliers s'avancent l'un vers l'autre avec un fracas de bois et de métal. Les épées claquent, les haches fendent les crânes, le sang coule sur la terre boueuse. Edmond se bat comme un possédé, taillant son chemin à travers les rangs danois. Ses hommes le suivent avec un courage désespéré. Puis la catastrophe survient. En plein milieu de la bataille, Éadric Streona fait ce qu'il fait le mieux. Il trahit. Il ordonne à ses hommes de quitter le champ de bataille, criant qu'ils doivent fuir pour sauver leur vie. Certains disent qu'il a prétendu avoir peur, d'autres qu'il avait secrètement promis cette trahison aux Danois en échange d'une récompense. Le résultat est le même. Une partie massive de l'armée anglaise déserte en plein combat. Edmond voit ses lignes s'effondrer. Il tente de rallier ses hommes, leur crie qu'ils sont mieux sans les lâches qui les abandonnent. Il se jette au cœur de la mêlée avec une fureur suicidaire, abattant les Danois autour de lui. Mais c'est inutile. La bataille est perdue. La chronique anglo-saxonne dira plus tard « Toute la noblesse de la nation anglaise fut détruite à Assandoun. Parmi les morts, on compte l'évêque Eadnoth de Dorchester, l'abbé Wulfsige de Ramsay et des dizaines d'ealdormen et de nobles. Le sang anglais arrose la colline d'Assandoun. Edmond s'échappe avec les survivants et fuit vers l'ouest. Knut reste maître du champ de bataille. Henri de Huntingdon écrira plus tard « Jamais il n'y eut plus grande trahison qu'à Assandoun ». Jean de Worcester ajoutera « Par la trahison, la victoire revint aux Danois ». La bataille d'Assandoun n'est pas simplement une victoire militaire, c'est la fin de la dynastie de Wessex. Après Assandoun, Edmond est brisé. Il a perdu sa noblesse, son armée, son espoir. Knut le poursuit jusqu'à la forêt de Dean dans le Gloucestershire. Un dernier affrontement a lieu, mais Edmond comprend qu'il ne peut plus gagner. Les deux rois se rencontrent à Alney, une petite île sur la Séverne, pour négocier. L'accord est simple, l'Angleterre sera divisée. Edmond conserve le Wessex, le cœur de son royaume ancestral. Knut obtient la Mercie et probablement la Northumbrie. Mais il y a une clause supplémentaire qui change tout. Quand l'un des deux rois mourra, l'autre héritera de tout le royaume. Le fils du roi survivant deviendra l'héritier du trône unifié. L'accord est signé, les serments sont prononcés. Edmond retourne dans son Wessex mutilé. Knut commence à organiser son nouveau royaume. Mais ce compromis ne durera pas. 6 semaines seulement après la bataille d'Assandoun, le 30 novembre 1016, Edmond meurt. Les circonstances sont mystérieuses. Certaines sources parlent de maladies, peut-être des blessures reçues au combat qui se seraient infectées. D'autres murmurent de l'assassinat, pointant du doigt Knut ou ses agents. La vérité ne sera jamais connue. Ce qui importe, c'est le résultat. Knut devient le seul roi d'Angleterre à l'âge de 21 ans. Le Witan se réunit à Londres et le reconnaît officiellement. Le jeune viking a réussi là où son père avait échoué. Mais Knut n'est pas stupide. Il sait que conquérir un royaume est une chose, le garder en est une autre. Il doit maintenant transformer des ennemis en sujets loyaux. Et pour cela, il va montrer une intelligence politique remarquable.
Les premières actions de Knut sont calculées avec une précision chirurgicale. Il commence par éliminer les menaces potentielles. Une grande assemblée des principaux seigneurs anglais est convoquée à Londres peu après la mort d'Edmond. Là, Knut fait exécuter plusieurs figures de l'Ancien Régime. Eadric Streona, le traître d'Ascendún, est parmi les premiers à mourir. Certains disent que Knut aurait déclaré « Je vais le récompenser comme il l'a mérité ». Le message est clair, même les traîtres qui l'ont aidé ne sont pas en sécurité. Uhtred le Hardi, Hedwig le fils d'Ethelred et plusieurs autres nobles sont également exécutés. Knut ne prend aucun risque, mais il sait aussi qu'il ne peut pas gouverner uniquement par la terreur. Il doit gagner la loyauté du peuple anglais, ou du moins leur résignation. En 1007, Knut pose son coup de génie politique. Il épouse Emma de Normandie, la veuve d'Ethelred le malavisé. Cette union est brillante à plusieurs niveaux. D'abord, elle le lie à la dynastie anglaise précédente, donnant une légitimité à son règne. Ensuite, elle neutralise la Normandie, où les fils d'Ethelred se sont réfugiés. Enfin, elle montre aux Anglais qu'ils respectent leurs traditions. Le problème, c'est que Knut a déjà une femme, ou du moins une concubine, Ælfgifu de Northampton, qu'il a rencontrée lors de la première invasion de son père à Gainsborough. Avec elle, il a déjà 2 fils, Sven et Harold. Mais dans le monde brutal du XIe siècle, ces détails pratiques ne comptent guère. Emma devient sa reine officielle, et Ælfgifu est relégué au second plan. Knut divise ensuite l'Angleterre en 4 grands comtés. Il garde le Wessex pour lui-même, montrant qu'il respecte le cœur du royaume. L'Est-Anglie va à Thorkel le Grand, un guerrier viking fidèle. La Mercie est confiée à Eadric Streona, mais seulement brièvement avant son exécution, puis à d'autres. La Northumbrie revient à Eric Håkonsson, le jarl norvégien qui l'a aidé à conquérir l'Angleterre. Mais ce qui distingue vraiment Knut des autres conquérants, c'est sa décision de respecter les lois et institutions anglaises. Il ne tente pas d'imposer un système danois. Au contraire, il conserve les organes administratifs mis en place par ses prédécesseurs. Il travaille avec l'archevêque Wulfstan de York pour promulguer 2 codes de loi qui s'inscrivent dans la tradition anglaise. En 1008, Knut organise une grande assemblée à Oxford, réunissant Anglais et Danois. L'objectif était la réconciliation officielle entre les 2 peuples. Cette assemblée est un succès symbolique majeur. Knut ne se présente pas comme un conquérant étranger, mais comme un roi anglais, qui se trouve aussi être danois. La même année, Knut fait payer un tribut massif de 82 500 livres par les Anglais, dont 10 500 pour Londres seul. C'est une somme colossale qui rappelle les vieux Danegeld, mais cette fois l'argent sert à un but précis, solder ses troupes et les renvoyer au Danemark. Il ne garde que 40 navires avec lui en Angleterre, environ 2000 à 3200 hommes d'élite appelés Huscarls ou Litzmen. Ces guerriers professionnels formeront sa garde rapprochée. Cette décision est brillante. En renvoyant la majorité de son armée d'occupation, Knut montre aux Anglais qu'il ne les considère pas comme des sujets conquis qu'il faut tenir en respect par la force. Il compte sur la loyauté et l'administration, pas sur la terreur permanente. En 1019, le frère de Knut, Harald, meurt au Danemark sans héritier. Knut retourne dans son pays natal pour recueillir la succession. Il est maintenant roi de 2 royaumes, l'Angleterre et le Danemark. Cette union crée ce que les historiens appelleront plus tard l'Empire de la mer du Nord. Gérer 2 royaumes séparés par la mer du Nord est un défi logistique considérable. Knut passe les années suivantes à voyager constamment entre l'Angleterre et le Danemark, essayant différents régents pour chaque royaume. Il installe des Scandinaves et des Anglais à des postes clés, créant un réseau de pouvoir complexe mais efficace. En Angleterre, un jeune seigneur anglais nommé Godwin commence à prendre de l'importance. Knut le nomme Ealdorman et lui confie des responsabilités croissantes. Godwin deviendra l'homme le plus puissant d'Angleterre après le roi, et sa famille jouera un rôle crucial dans l'histoire anglaise pendant les décennies suivantes. Thorkel le Grand, malgré son importance initiale, tombe en disgrâce en 1021. Knut le bannit et Thorkel doit fuir au Danemark. La raison exacte de ce bannissement reste obscure. La chronique de Ramsay raconte une histoire bizarre impliquant la femme de Thorkel, accusée du meurtre de son fils,
et Thorkel perdant sa barbe après avoir juré de son innocence, ce qui fut considéré comme un signe de parjure. Vraie ou fausse, cette anecdote montre la nature imprévisible de la cour de Knut. En 1020, Knut fait construire une église en pierre dédiée à saint André sur le site de la bataille d'Assandun. Ce geste est à la fois religieux et politique. Il honore les morts, anglais comme danois, et montre son engagement envers le christianisme. Cette église, consacrée le 18 octobre 1032, 16 ans jour pour jour après la bataille, existe toujours et témoigne de ce moment décisif de l'histoire. Knut n'est pas seulement un guerrier, c'est aussi un roi profondément religieux. Fils d'un père païen converti, il embrasse le christianisme avec une ferveur qui surprend ses contemporains. Cette piété n'est pas seulement calculée, même si elle sert aussi ses intérêts politiques. En 1027, Knut accomplit son rêve le plus cher, un pèlerinage à Rome. Il a fait le vœu depuis longtemps de visiter le sanctuaire des apôtres Pierre et Paul, mais les affaires du royaume l'en ont empêché jusqu'alors. Cette année-là, l'opportunité se présente. L'empereur Conrad II le Salique doit être couronné à Rome par le pape Jean XIX. Knut part en grand cortège, avec besace sur l'épaule et bâton à la main comme un humble pèlerin. Mais humble, il ne l'est pas vraiment. À Rome, il est reçu comme le roi puissant qu'il est devenu. Le couronnement de Conrad II, le 26 mars 1027, jour de Pâques, dure 7 jours. Les plus grands de l'Europe sont présents, le fils de Conrad, le futur Henri III, Rodolphe III de Bourgogne, une soixantaine d'archevêques et d'évêques. Knut profite de sa présence à Rome pour négocier directement avec le pape et l'empereur. Il obtient plusieurs concessions importantes. D'abord, le pape accepte de réduire les frais que les archevêques anglais doivent payer pour recevoir leur pallium, ce symbole de leur autorité épiscopale. Ces frais étaient si élevés qu'ils constituaient un véritable fardeau. Ensuite, Knut négocie avec l'empereur et le roi Rodolphe III d'Arles pour que les voyageurs de son royaume paient des péages réduits ou inexistants sur les routes menant à Rome. Il obtient aussi que ses sujets, marchant comme pèlerins, soient protégés sur leur chemin et traités avec justice. Ces négociations montrent un roi qui pense au bien-être de son peuple, pas seulement à sa gloire personnelle. Sur le chemin du retour, Knut écrit une lettre à la nation anglaise. Ce document fascinant révèle sa personnalité et sa vision politique. Il y raconte son pèlerinage, ses négociations, ses succès diplomatiques. Il promet de revenir en Angleterre dès que possible, après avoir réglé les affaires de ses autres royaumes. Il ordonne à ses évêques et gouverneurs de veiller à ce que tous les impôts religieux soient payés. L'aumône de charrue, la dîme des animaux, les deniers de Saint-Pierre. Mais ce qui frappe dans cette lettre, c'est le ton. Knut s'adresse à ses sujets non comme un tyran, mais comme un père. Il dit « Je ne me suis jamais épargné, et je ne m'épargnerai pas dans mes efforts pour le service de tout mon peuple. » Cette phrase n'est pas de la simple propagande. Knut croit vraiment que gouverner est un service, pas seulement un privilège. En 1026, Knut fait face à une nouvelle menace. Olafdo Haraldsson, le roi de Norvège, s'est allié avec Anund Olafsson, le roi de Suède. Ensemble, ils attaquent le Danemark pendant que Knut est absent. Ils ravagent l'île de Zélande dans la mer Baltique et tentent même de mettre sur le trône danois le fils de Knut, le jeune Hardeknut, avec Ulfjarl comme régent. Knut, qui est alors en Angleterre, apprend la nouvelle avec rage. Il rassemble d'urgence une flotte et navigue vers le Danemark. La campagne militaire qui suit est courte mais brutale. Les forces alliées norvégiennes et suédoises sont chassées du Danemark. Ulfjarl, le régent traître, est exécuté par les hommes de Knut. Cette attaque décide Knut à éliminer définitivement la menace norvégienne. En 1028, il rassemble une flotte de 50 navires équipés et armés en Angleterre. C'est une force impressionnante qui débarque à Trondheim. Olaf Haraldsson, malgré son surnom de saint, qu'il recevra après sa mort, n'est pas très populaire en Norvège. Sa tentative d'imposer le christianisme avec une brutalité excessive a aliéné une partie de la noblesse. Knut utilise la corruption et la diplomatie avec habileté. Il promet terres et honneurs aux propriétaires terriens norvégiens s'ils abandonnent Olaf. Beaucoup acceptent. Confronté à une rébellion généralisée et à l'armée de Knut, Olaf choisit de fuir plutôt que de combattre.
Il s'exile en Russie, chez son beau-frère Yaroslav le Sage. Knut devient roi de Norvège en 1028. Il confie d'abord le gouvernement du pays à Haakon, le fils d'Éric de Latyr, un noble norvégien respecté. Mais Haakon meurt peu après. Knut fait alors une décision qui se révélera catastrophique. Il nomme sa concubine Elfgifu de Northampton et leur fils Sven comme régent de Norvège. Ce choix est compréhensible d'un point de vue dynastique. Sven est son fils, et le placer sur le trône de Norvège semble logique. Mais Elfgifu et Sven se révèlent être des gouverneurs désastreux. Ils tentent d'imposer des lois danoises en Norvège, ignorant les traditions locales. Ils lèvent des impôts excessifs. Leur gouvernement devient rapidement impopulaire. En 1030, Olaf Haraldsson tente de revenir au pouvoir. Il traverse la Suède avec une petite armée et envahit la Norvège. Le 29 juillet 1030, il affronte les forces norvégiennes loyales à Knut à la bataille de Stiklestad. C'est une bataille confuse et sanglante. Olaf est tué, devenant immédiatement un martyr. Son corps commence à être vénéré comme celui d'un saint. Mais la victoire de Knut est de courte durée. Le gouvernement d'Elfgifu et Sven devient si impopulaire qu'en 1094, les Norvégiens se révoltent et les chassent. Magnus, le fils d'Olaf, revient d'exil et est proclamé roi. La Norvège est perdue. Knut, qui a d'autres problèmes à gérer, ne peut pas mener une nouvelle campagne pour la reconquérir. À l'apogée de son pouvoir, vers 1030, Knut règne sur un empire impressionnant. Il contrôle l'Angleterre, le Danemark, la Norvège et exerce une influence considérable sur une partie de la Suède. Il se proclame roi de toute l'Angleterre et du Danemark et des Norvégiens et d'une partie des Suédois. Cet empire n'est pas un État unifié au sens moderne, mais une union personnelle de royaumes sous un même souverain. Chaque royaume garde ses lois, ses institutions, ses traditions. Knut ne tente pas d'imposer une uniformité, ce qui serait impossible de toute façon. Il gouverne chaque royaume selon ses propres coutumes. En Angleterre, Knut est un roi respecté. Son règne apporte la paix après des années de guerre et de raids vikings. Il promulgue des lois justes, protège l'Église, favorise le commerce. Les marchands anglais peuvent voyager en sécurité jusqu'en Scandinavie et au-delà. L'économie prospère. Knut est généreux avec l'Église. Il fait des dons somptueux aux monastères et cathédrales. L'Église du Christ à Canterbury reçoit des droits sur le port de Sandwich et des exemptions fiscales. Winchester, la deuxième ville la plus importante après Canterbury, bénéficie de sa largesse. Le New Minster reçoit la croix de Winchester, ornée de 500 marques d'argent et 30 marques d'or, ainsi que des reliques de divers saints. Mais Knut n'est pas qu'un donateur passif. Il s'implique activement dans les affaires de l'Église. Il écrit à Chartres, envoyant un psautier et un sacramentaire de Peterborough, célèbre pour ses illustrations. L'évêque de Chartres répond « Quand nous avons vu le don que vous nous avez envoyé, nous avons été émerveillés par votre connaissance et votre foi. Car vous que nous avions entendu être un prince païen, nous savons maintenant être non seulement chrétien, mais aussi un donateur très généreux aux églises et serviteur de Dieu. » Cette réputation de piété lui vaut le respect dans toute l'Europe chrétienne. Knut n'est plus considéré comme un barbare viking, mais comme un roi chrétien légitime et respecté. C'est probablement pendant cette période de paix relative que se produit l'incident qui rendra Knut célèbre pour les siècles à venir, bien que pour des raisons complètement déformées. Les courtisans de Knut, comme tous les courtisans du monde, excellent dans l'art de la flatterie. Ils louent sa puissance, sa sagesse, sa bravoure, mais certains vont trop loin, prétendant qu'il est si puissant qu'il pourrait commander aux éléments eux-mêmes. Ils disent que même les vagues de la mer lui obéiraient s'il le leur ordonnait. Knut, qui n'est pas stupide, se lasse de ces flatteries ridicules. Il décide de donner une leçon à ses courtisans. Un jour, il ordonne que son trône soit transporté sur le rivage, au bord de la mer. Les courtisans s'exécutent, intrigués. Knut s'assoit sur son trône, les pieds à quelques mètres des vagues, et attend. La marée monte, comme elle le fait 2 fois par jour depuis le début des temps. Les premières vagues viennent lécher les pieds du trône. Knut lève la main et commande « Mère, je te l'ordonne, arrête-toi. Ne monte pas plus haut. Ne mouille pas les pieds et le manteau de ton Seigneur. »
La mer, bien sûr, continue de monter. Les vagues avancent, recouvrent les pieds de Knut, trempent ses vêtements. Le roi ne bouge pas. Il laisse l'eau monter jusqu'à ce que le message soit clair pour tous. Puis il se lève et se tourne vers ses courtisans. « Que tous les hommes sachent combien vains et futiles sont les pouvoirs des rois, dit-il, car il n'y a personne digne du nom de roi, sinon celui dont la volonté est obéie par le ciel, la terre et la mer selon des lois éternelles. » Henry de Huntingdon, qui rapporte cette histoire au XIIe siècle, l'utilise pour illustrer l'humilité et la sagesse de Knut. C'est un exemple de comportement gracieux et magnifique, selon lui. Le roi montre par l'exemple qu'aucun pouvoir humain ne peut rivaliser avec Dieu, que même les plus puissants monarques sont insignifiants face aux forces de la nature. Mais l'histoire sera déformée avec le temps. À partir du XVIe siècle, les chroniqueurs commencent à la raconter différemment. Dans cette nouvelle version, Knut est un roi arrogant qui croit vraiment pouvoir commander aux vagues et qui est ridiculisé par son échec. Cette interprétation inversée est exactement le contraire du message original. L'histoire de Knut et de la marée devient ainsi un exemple parfait de la façon dont les légendes se déforment. Le roi sage qui enseigne l'humilité devient le roi fou qui croit avoir des pouvoirs divins. C'est cette version déformée qui survivra dans la culture populaire, faisant de Knut un symbole de l'arrogance plutôt que de la sagesse. Les dernières années du règne de Knut sont marquées par des problèmes croissants. La perte de la Norvège en 1034 est un coup dur. Son empire commence à se fissurer. Il doit gérer les tensions entre ses différents royaumes, arbitrer les conflits entre ses nobles, maintenir l'ordre dans des territoires vastes et difficiles à contrôler. Sa vie familiale est également compliquée. Avec Emma de Normandie, il a un fils, Hardeknut, qui gouverne le Danemark comme régent. Avec Ælfgifu de Northampton, il a 2 autres fils, Harold et Sven. Ces fils vont se battre pour l'héritage de leur père, créant le chaos après sa mort. Knut vieillit prématurément. Les années de guerre, de voyages constants, de stress politique prennent leur péage. Il a à peine 40 ans, mais son corps est usé. En novembre 1035, il tombe malade à Shaftesbury, dans le Dorset. Le 12 novembre 1035, Knut le Grand meurt. Il a 40 ans, peut-être un peu plus selon les sources. Son corps est transporté à Winchester et enterré dans l'Old Minster, la cathédrale construite par le roi Cenwalh de Wessex des siècles auparavant. C'est un enterrement digne d'un grand roi, avec tous les honneurs dus à son rang. Mais la mort de Knut déclenche immédiatement une crise de succession. Harold Pied de Lièvre, son fils avec Ælfgifu, se proclame roi d'Angleterre. Hardeknut, son fils avec Emma, revendique également le trône mais est retenu au Danemark par des menaces d'invasion. L'Angleterre est divisée. Harold contrôle le nord, tandis que les partisans de Hardeknut tiennent le Wessex. Cette situation confuse dure jusqu'en 1040, quand Harold meurt, permettant à Hardeknut de devenir roi. Mais Hardeknut meurt lui-même en 1042, à peine 2 ans après avoir pris le pouvoir. Il meurt pendant un mariage, s'effondrant subitement alors qu'il boit. Certains parlent d'empoisonnement, d'autres de mort naturelle. Avec la mort de Hardeknut, la lignée mâle de Knut s'éteint. L'empire de la mer du Nord se disloque aussi rapidement qu'il s'était formé. Édouard le Confesseur, fils d'Ethelred le Malavisé et frère d'Edmond Côte de Fer, revient d'exil en Normandie et monte sur le trône d'Angleterre. La dynastie de Wessex est restaurée, du moins pour un temps. Au Danemark, Magnus Ier de Norvège, le fils d'Olaf Haraldsson, ajoute le royaume danois à ses possessions. L'union entre l'Angleterre et la Scandinavie est brisée. L'empire de Knut n'était finalement qu'une construction personnelle, tenue ensemble par sa force et son intelligence. Sans lui, il n'avait aucune raison d'exister. Knut le Grand reste une figure complexe et souvent mal comprise de l'histoire européenne. Dans l'imaginaire populaire, il est principalement connu pour la légende déformée de la marée, qui en fait un symbole d'arrogance plutôt que de sagesse. Mais les historiens qui étudient son règne découvrent un monarque remarquable. Knut a réussi là où beaucoup ont échoué, conquérir un royaume étranger et le gouverner avec sagesse. Il aurait pu régner par la terreur, comme tant d'autres conquérants. Au lieu de cela, il a choisi l'intégration et le respect des traditions locales. Il a épousé la veuve de son prédécesseur, conservé les lois anglaises,
promu des nobles anglais, soutenu l'Église. Son empire de la mer du Nord n'a survécu que quelques années après sa mort, mais il a montré que l'unification de l'Angleterre et de la Scandinavie était possible. Cette idée influencera les événements futurs, notamment la conquête normande de 1066. Guillaume le Conquérant, lui-même descendant de Vikings, utilisera certaines des méthodes de Knut pour gouverner l'Angleterre après Hastings. Les codes de loi promulgués par Knut, compilés par l'archevêque Wulfstan de York, resteront en vigueur jusqu'à la conquête normande. Ils constituent le dernier grand corpus juridique anglo-saxon et influenceront le droit anglais pendant des siècles. 3 copies manuscrites survivent encore aujourd'hui, témoignant de leur importance. En tant que roi chrétien, Knut a contribué à l'intégration de la Scandinavie dans l'Europe chrétienne. Son pèlerinage à Rome, ses négociations avec le pape et l'empereur, ses donations généreuses à l'Église, ont montré que les Vikings n'étaient plus seulement des pillards païens, mais des membres respectés de la chrétienté. Sa sœur Estride financera en 1027 la construction de la première église en pierre de Scandinavie à Roskilde, marquant un tournant dans l'architecture religieuse nordique. Cette transformation de la Scandinavie païenne en royaume chrétien est en partie l'œuvre de Knut. Sur le plan militaire, Knut était un stratège brillant. Ses campagnes en Angleterre montrent une compréhension sophistiquée de la guerre médiévale. Raids rapides pour déstabiliser l'ennemi, siège méthodique des villes fortifiées, batailles rangées quand nécessaire, et surtout une utilisation intelligente des traîtres et des défections. La bataille d'Asandun reste un exemple classique de la façon dont la trahison peut décider du sort d'un royaume. Mais c'est aussi un témoignage de la ténacité de Knut. Après avoir été chassé d'Angleterre en 1014, il aurait pu abandonner. Au lieu de cela, il est revenu avec une force encore plus grande et a conquis le royaume en 2 ans de campagne incessante. Knut le Grand est, avec Alfred le Grand, l'un des 2 seuls monarques anglais à avoir reçu l'épithète le Grand. Cette distinction n'est pas accordée légèrement. Alfred a gagné ce titre en sauvant l'Angleterre des Vikings au IXe siècle. Knut l'a gagné en créant le plus vaste empire du Nord jamais vu. L'historien Norman Cantor fera une remarque paradoxale. Knut était le roi le plus efficace de l'histoire anglo-saxonne, bien qu'il ne fût pas anglo-saxon. Cette affirmation, controversée mais défendable, souligne le fait que Knut a gouverné l'Angleterre mieux que beaucoup de rois anglais de naissance. Comparé à Ethelred le Malavisé, qui a failli détruire l'Angleterre par son incompétence, Knut apparaît comme un génie politique. Comparé même à des rois respectés comme Edgar le Pacifique, Knut se distingue par l'étendue de ses réalisations. Il n'a pas seulement gouverné un royaume, il en a uni 4. Sa personnalité reste difficile à cerner complètement. Les sources nous le décrivent comme beau, viril, un guerrier formidable mais aussi un homme pieux. Il pouvait être impitoyable, comme le montre la mutilation des otages à Sandwich ou l'exécution de ses ennemis politiques, mais il pouvait aussi être généreux, sage et même humble, comme le montre l'épisode de la marée. Cette dualité n'est pas contradictoire. C'était un homme de son temps, un monde brutal où la survie dépendait souvent de la cruauté. Mais c'était aussi un visionnaire qui comprenait que la force seule ne suffit pas à construire un empire durable. Il fallait la loi, la religion, la culture, le respect mutuel entre conquérants et conquis. La mort de Knut en 1055 marque la fin d'une époque. Les grandes invasions vikings sont terminées. La Scandinavie est christianisée et intégrée à l'Europe. Les raids qui ont terrorisé les côtes européennes pendant 2 siècles ne sont plus qu'un souvenir. Mais les Vikings ont laissé leur marque indélébile sur l'Europe. En Angleterre, des milliers de mots d'origine norroise entrent dans la langue anglaise. Des noms de lieux scandinaves parsèment le nord et l'est du pays. Des lois et coutumes vikings se mêlent aux traditions anglo-saxonnes. En France, les Normands descendants des Vikings créent l'un des duchés les plus puissants d'Europe. En 1066, 31 ans après la mort de Knut, Guillaume le Conquérant, duc de Normandie, envahira l'Angleterre et changera à jamais son destin. Cette conquête normande est en quelque sorte l'aboutissement final de l'ère viking. En Russie, les Varegs, vikings de l'Est, ont fondé des principautés qui deviendront les racines de l'Empire russe. À Constantinople,
la gare de Varègue protège l'empereur byzantin. En Méditerranée, les Normands de Sicile créent un royaume brillant qui fusionne cultures latines, grecques et arabes. Partout où ils sont allés, les Vikings ont transformé le monde. Knut le Grand incarne cette transformation. Il n'est plus le pillard païen de l'ancien temps, mais le roi chrétien d'un empire commercial prospère. Il représente la fin de l'âge viking et le début de quelque chose de nouveau. Pendant le Moyen-Âge, Knut reste une figure respectée. Les chroniqueurs anglais et scandinaves parlent de lui avec admiration. Les skalds composent des poèmes à sa gloire. L'église qu'il a construite à Ascendun devient un lieu de pèlerinage. Mais avec le temps, sa mémoire s'estompe. La conquête normande de 1066 change tellement l'Angleterre que les rois danois précédents semblent appartenir à une autre ère. L'empire de la mer du Nord n'est plus qu'une curiosité historique. Seule la légende déformée de la marée survit. À la Renaissance, l'histoire de Knut et de la marée est racontée comme un exemple de folie monarchique. Les auteurs utilisent cette anecdote pour critiquer les rois arrogants de leur propre temps. Le vrai message, l'humilité face à Dieu, est complètement perdu. Au XIXe siècle, les historiens redécouvrent Knut. Ils étudient les sources anglo-saxonnes mais scandinaves, reconstituent son règne, analysent ses lois. Ils réalisent que c'était un roi remarquable dont l'héritage a été injustement oublié. Au XXe siècle, Knut devient un symbole pour différents groupes. Les nationalistes scandinaves le célèbrent comme preuve de la grandeur nordique. Les historiens britanniques le réhabilitent comme un bon roi d'Angleterre. Les spécialistes des Vikings l'étudient comme exemple de l'intégration des Scandinaves en Europe. Aujourd'hui, Knut le Grand reste moins connu que d'autres figures vikings comme Ragnar Lodbrok ou Harald à la belle chevelure. Mais pour ceux qui étudient l'histoire médiévale, il représente quelque chose de plus important qu'un simple guerrier. Il incarne la transition entre deux mondes, l'ancien et le nouveau, le païen et le chrétien, le chaos viking et l'ordre médiéval. Son histoire nous rappelle que les conquérants les plus réussis ne sont pas toujours ceux qui ont remporté le plus de batailles, mais ceux qui ont su transformer la victoire en paix durable. Knut a conquis 3 royaumes par l'épée, mais il les a gouvernés avec sagesse. C'est cette sagesse, plus que sa bravoure au combat, qui fait de lui un grand roi. La légende de la marée, même déformée, contient une vérité profonde. Le pouvoir humain a des limites. Les rois peuvent commander des armées, promulguer des lois, construire des empires. Mais ils ne peuvent pas commander aux forces de la nature, au temps qui passe, à la mort qui attend. Knut l'a compris. C'est peut-être cela qui le distingue vraiment des autres conquérants de son époque. Il connaissait les limites de son pouvoir. L'histoire de Knut le Grand se termine dans une cathédrale de Winchester, où son corps repose aux côtés de sa femme Emma de Normandie. Pendant la guerre civile anglaise du XVIIe siècle, des soldats Roundheads saccagent la cathédrale et dispersent les ossements des rois anciens. Les os de Knut sont mélangés à ceux d'autres monarques dans des coffres mortuaires où ils reposent encore aujourd'hui. C'est une fin étrangement appropriée pour un roi qui a passé sa vie à unir des peuples différents. Même dans la mort, il est mélangé aux autres. Impossible à distinguer. Le conquérant danois et les rois anglais ne font plus qu'un, leurs ossements entrelacés comme leurs histoires. Knut voulait être roi, et il l'est devenu. Mais il voulait être plus qu'un simple conquérant. Il voulait être un roi sage, un roi chrétien, un roi qui serait respecté et non seulement craint. Dans cette ambition, il a largement réussi. Son règne de 19 ans sur l'Angleterre a apporté paix et prospérité après des décennies de guerre. Si son empire n'a pas survécu, ses idées ont perduré. L'idée qu'un conquérant étranger peut devenir un bon roi en respectant les lois locales influencera Guillaume le Conquérant. L'idée d'un empire maritime unissant plusieurs royaumes inspirera les rois scandinaves futurs. L'idée qu'un roi chrétien doit être humble face à Dieu résonnera à travers les siècles. Knut le Grand n'était pas parfait. Il a tué, trahi, conquis avec une brutalité qui choque nos sensibilités modernes. Mais dans le contexte brutal du XIe siècle, il se distingue par sa volonté de gouverner avec justice plutôt que par la terreur seule.
Il a choisi la loi plutôt que le caprice, la religion plutôt que la superstition, l'intégration plutôt que la domination pure. C'est ce choix qui fait de lui plus qu'un simple guerrier viking. Il est devenu un roi au sens le plus noble du terme, un souverain qui sert son peuple plutôt que de simplement l'exploiter. Quand il s'est assis sur le rivage et a laissé les vagues le tremper, il a montré qu'il comprenait cette vérité fondamentale. Le pouvoir véritable ne vient pas de la capacité à commander, mais de la sagesse de reconnaître ce que l'on ne peut pas commander. Les marées monteront et descendront, les saisons changeront, les empires naîtront et mourront. Mais un roi sage laisse sa marque non par la force de ses armées, mais par la sagesse de son gouvernement et la justice de ses lois. Knut le Grand a laissé sa marque. 800 ans après sa mort, nous racontons encore son histoire. Nous nous souvenons encore du Viking qui est devenu roi de 4 royaumes, qui a marché jusqu'à Rome en pèlerin, qui s'est assis au bord de la mer pour enseigner l'humilité à ses courtisans. Dans un monde qui célèbre souvent l'arrogance et la force brute, peut-être avons-nous besoin de nous rappeler l'histoire de Knut. Non pas la version déformée du roi fou qui croit pouvoir commander aux vagues, mais la vraie histoire du roi sage qui savait qu'il ne le pouvait pas. C'est l'histoire d'un conquérant qui a appris que gagner le trône n'est que le début. Le vrai défi est de gouverner avec justice, de transformer les ennemis en sujets loyaux, de construire quelque chose qui durera au-delà de sa propre vie. Knut n'a pas complètement réussi dans cette dernière ambition. Son empire s'est effondré après sa mort. Mais pendant 19 ans, il a montré que c'était possible. Et peut-être que c'est suffisant. Peut-être que la grandeur ne se mesure pas à la durabilité de nos créations, mais à l'ambition de nos tentatives. Knut a tenté de créer quelque chose de nouveau, un empire où Danois et Anglais pourraient vivre en paix, où la force serait tempérée par la loi, où un roi viking pourrait être aussi un roi chrétien. Cette tentative mérite d'être rappelée. Non pour glorifier la conquête ou la guerre, mais pour célébrer la possibilité de transformation. L'espoir que même le plus brutal des guerriers peut devenir un sage souverain, que même les ennemis les plus acharnés peuvent apprendre à vivre ensemble. C'est l'héritage de Knut le Grand. Non pas 4 royaumes qui se sont effondrés après sa mort, mais une idée qui a survécu. L'idée qu'un bon roi sert son peuple, que le pouvoir a des limites, que même les plus puissants doivent s'incliner devant quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Cette leçon, enseignée sur une plage froide de l'Angleterre médiévale, résonne encore aujourd'hui. Les marées continuent de monter et de descendre. Les empires continuent de naître et de mourir. Mais la sagesse reste éternelle, et l'humilité reste une vertu, même pour les rois qui règnent sur 4 royaumes.